Bonjour et bienvenue dans Demain la Cité, une émission qui vous fait rencontrer tous ces acteurs qui font la ville, des élus, des aménageurs, des associations qui vivent la ville. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un qui construit la ville, une architecte urbaniste, Sophie Denisov. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte urbaniste dans l'atelier Castro Denisov et Associés. Un atelier qui a une vision de l'architecture et de l'urbanisme un petit peu particulière, et vous allez nous l'expliquer tout au long de l'émission. Mais tout d'abord, j'avais une question, parce qu'il est rare d'avoir sur ce plateau des femmes architectes. Pouvez-vous nous revenir sur cette envie de devenir architecte, parce que vous êtes devenu architecte dans les années 80. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? J'ai toujours aimé les villes, j'ai toujours aimé me promener dans les villes. J'adore l'Italie, j'ai beaucoup allé en Italie. Et je pense que c'est ça, c'est l'architecture et les villes qui me passionnent. J'adore m'y perdre. Est-ce que c'était difficile en tant que femme de s'imposer dans ce milieu ? Parce que c'est vrai que dans les années 80, il y avait très peu de femmes architectes. On ne les voit pas souvent dans les médias, on voit plutôt les grandes stars. Oui, mais il y a des grandes stars, il y a beaucoup d'hommes qui sont dans l'ombre aussi. Non, mais moi, je m'assume comme architecte, pas comme femme architecte. Et d'ailleurs, je suis très fière de ce que j'ai fait beaucoup de choses. Et je pense que beaucoup d'hommes architectes n'ont pas réalisé ce que j'ai réalisé dans ma carrière. Donc une vraie fierté. Alors dans votre parcours, vous avez travaillé très vite avec Roland Castro, qui a été connu pour de nombreux téléspectateurs autour du projet Banlieue 89. Vous y avez participé. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots ce qu'était Banlieue 89 ? C'était une nouvelle façon de voir la ville. Banlieue 89, c'est une mission du Premier ministre qui a été sollicitée par Roland Castro. Et c'était une manière d'inventer. Il y a eu, je crois, 116 projets inventés avec le couple un maire, un architecte dans toutes les banlieues de France. Et ça a été tout un travail sur la ville, sur les quartiers, sur la transformation des quartiers qui sont les plus mal vus et les plus mal vécus de notre territoire français. C'était la logique d'en finir avec les grands ensembles. Oui, absolument. C'est le constat que vous faisiez à l'époque, que tout le monde a fait aussi. Il y avait un vrai problème en banlieue, ces grands ensembles qui faisaient du mal à la population et qui devaient être changés. Absolument, c'est cette fracture dans le territoire, dans les lieux où on habite, dans le fait de se sentir ostracisé et loin des centres et de là où ça se passe, de là où et puis d'être dans beaucoup de quartiers dans des conditions de vie assez indignes et assez démoralisantes pour la vie. Est-ce que les choses ont changé depuis ce travail qui a été mené ? Je pense que les choses ont changé parce que, d'une part, les maires, avec la décentralisation, se sont emparés quand même des questions de la ville, c'est important. Et finalement, c'est à cette échelle-là qu'on peut entreprendre les projets les plus intéressants. Et j'avoue que dans tout le travail qu'on a fait depuis les années 80, je suis associée avec Roland Castro depuis 88, eh bien, c'est dans ces grands projets de transformation, de remodelage de quartiers. C'est la philosophie de l'atelier, remodeler la ville ? Oui, c'est quelque chose de très important, parce que c'est au-delà de la réparation, c'est l'idée qu'il faut refondre l'urbain et l'architecture, et pas simplement faire des liens, relier, etc. Il faut aussi agir sur l'espace public, le rendre hospitalier. Et souvent, c'est quand même des grands espaces très vides, très, très durs à vivre. Bien justement, je vous propose de découvrir quelques images avec cet extrait d'un petit film avec l'atelier. Sur le remodelage. Sur le remodelage. Regardez. Dans quelques années,
Quand vous traverserez la banlieue parisienne, partout vous survolerez des villes dans le genre de celle-ci. On les appelle les grands ensembles, on les appelle aussi les villes dortoirs. Il y a eu une époque particulièrement pathétique dans l'histoire de l'architecture, qu'on a appelé le mouvement moderne, qui est l'histoire d'une simplification de la ville au nom de l'égalité. On y arrive en chantant, on est fou de joie, on quitte les taudis, c'est la modernité, c'est plein de lumière, c'est formidable. 30 ans plus tard, tous ceux qui peuvent partir s'en vont et ne se retrouvent là que les gens les plus malheureux, les plus fraîchement arrivés, etc. Et à ce moment-là, on s'émeut, on découvre que c'est moche, on dit quand c'est moche, c'est criminogène. Non, c'est pas le décor qui a produit la misère, c'est la misère qui a trouvé son décor. Par exemple, tu as une barre, là, c'est l'entrée du quartier. Donc, tu décomposes la question. Par contre, là, tu as derrière l'église. Il faut que tu vois ça, parce que c'est comme ça que ton quartier, brusquement, paf, tu sais que tu as un visuel. Là, tu n'es pas loin de la nationale, tu as une accroche. Derrière, tu as des pavillons qui, eux, sont vraiment furieux d'avoir la barre sur la gueule. Là, il faut que tu écrètes. Tu baisses un niveau de barre un peu normal, tu remodèles proprement la barre en bas. En plus, tu as fait ta rue qui va permettre à ce bâtiment-là d'être autre chose qu'un morceau de sucre. Il va être le long d'une rue. Bon. Voilà. Voilà, j'espère que vous comprenez mieux le terme de remodelage. C'est la façon dont votre atelier travaille. Il faut remodeler la ville, il ne faut pas détruire, il faut retoucher, recréer de la ville. Oui, il faut le plus souvent donc, travailler à la fois sur l'espace public, mais aussi sur l'architecture. L'espace est souvent très vide et très peu constitué, très flottant. Et les bâtiments, c'est souvent la lecture d'un empilement de logements, c'est très peu valorisant. Et je pense qu'on a besoin de se projeter dans sa maison, d'avoir une manière d'arriver chez soi, d'être très digne et très valorisante, et aussi d'avoir les éléments qui font qu'on peut s'ancrer chez soi d'une façon presque singulière, unique. Et l'idée que tout le monde habite de la même façon, d'une façon idéale, est assez intolérable finalement. Est-ce que ça a été difficile de faire passer ce message du remodelage? Parce que bien souvent, on parle de destruction, reconstruction. C'était la réponse la plus facile pour certains à une époque. Et vous avez milité pour ce remodelage. C'est aujourd'hui, est-ce que les élus, les habitants comprennent et acceptent? Oui, bien sûr. Parce que moi, je pense que dans tous ces projets très longs, c'est des projets qui durent 10-12 ans chaque fois, il y a des moments compliqués au démarrage parce que tout le monde a peur qu'on détruise un quartier, peur qu'on détruise son logement, peur du changement. Et il y a toujours un moment, un déclic, c'est le moment où on crée l'adhésion et souvent c'est le moment où les gens arrivent à se projeter dans le projet et les habitants principalement, et en particulier quand on fait un logement témoin où ils comprennent qu'ils peuvent investir un lieu et qu'ils peuvent se projeter dans ce lieu. Est-ce qu'on peut aller sur un cas concret? Par exemple, vous avez travaillé sur le quartier La Caravelle, à Villeneuve-la-Garenne. Quel était le problème? Quelles ont été les solutions que vous avez apportées? Et ça a duré 12 ans. 12 ans, et aujourd'hui, on nous convoque à nouveau pour continuer la transformation d'un quartier qui est énorme. C'est 1600 logements, 6000 habitants. C'est le quart de la population de Villeneuve-la-Garenne, je crois. Et c'est un projet très emblématique parce qu'il est immense, parce qu'il est très monolithique, parce que c'est un projet, une architecture d'auteur. C'est un grand prix de l'urbanisme, Jean Dubuisson, qui a signé ce projet. Parce que c'est un quartier qui a une identité plastique extrêmement forte, c'est presque une œuvre d'art, très abstraite. Et je pense que... et puis, il a fait partie donc, des grands sites prioritaires des Hauts-de-Seine quand ils ont fait leur plan de lutte contre la ségrégation urbaine. Et c'est un projet qu'on a mis en œuvre avec le département, avec le maire et avec les habitants, et qui s'est construit
avec un temps de pédagogie extrêmement long aussi. C'est-à-dire en amont même du projet. Au démarrage, on a démarré en 1994, il a fallu 4 ans presque pour faire les premiers logements témoins, les premiers halls témoins, et faire toute une pédagogie, y compris avec les bailleurs. Et finalement, c'est une figure tellement forte que il a fallu qu'on explique les grands points qui nous permettaient de désosser ce grand machin, ce grand vaisseau. Et en particulier, ce n'était pas forcément avec des actions de grandes démolitions. On a démoli très peu, à des endroits très précis, pour faire passer 2 rues, un grand jardin, un grand mail qui traversait, et aller chercher les rues de la ville. C'est toute une série comme ça de... Et les travaux ont duré combien de temps 12 ans. 12 ans. Ben, écoutez, je vous propose de regarder un autre extrait d'un petit film où on voit les habitants qui parlent justement de ce projet, comment ils le vivent après la fin des travaux. Regardez. C'était avant, on n'a rien. Le parking il est dégueulasse. Hein, c'est comme un bidonville avant. Mais maintenant, c'est bien, il est bien dessiné. On est très content. Ça fait depuis 1976 que j'habite ici. Il y a un drôle de changement qui nous a rajeuni encore un peu. Avant, toute cette partie-là, donc c'était vraiment une barre complète. Maintenant, il y a eu 3 ouvertures. Les 3 ouvertures qu'il y a eu, vous avez remarqué qu'il y a eu justement des passages. Avant cette allée-là, par exemple, le mail, il n'allait pas carrément jusqu'au centre-ville, on va dire sur la grande avenue. Et juste à la fin de l'allée, il y a un arrêt tramway pour se rendre directement sur Paris. Avant, on avait l'impression d'être dans une boîte à chaussures, quoi. Fermée, coupée du monde, alors qu'on est tout près de la ville, hein, finalement. Donc, des habitants heureux, on vous comprend bien là ce que vous nous expliquiez sur le remodelage, retisser le quartier, relier le quartier à la ville, ça c'est important. Il y a tout un travail sur les extérieurs, l'aspect extérieur, mais il y avait également tout un travail à l'intérieur sur les appartements qui a été mené. Oui, on a fait, alors sur les logements, on a fait des extensions. Il faut savoir que c'est quand même un quartier entièrement habité, donc tout le travail qu'on a fait sur les logements existants, ça a été d'ajouter des beaux windows en particulier, avec une limite, puisqu'on avait des problèmes de fondation très profondes, et donc c'était des ouvrages très chers. Mais en tout cas, en ajoutant, on modifiait totalement le rapport de logement à l'extérieur. On créait une extension, soit du séjour, soit de la cuisine, de la surface, de la lumière, un lieu où les gens mettaient leur cage à oiseaux, leur pot de fleurs, et une manière de s'approprier la maison qui était très différente. Donc ça, on s'est rendu compte que ça avait une vraie valeur, que les gens rêvaient d'avoir l'appartement là-bas qui avait le window d'angle ou la terrasse ou la chose comme ça. Et on a aussi ajouté des nouveaux bâtiments qui ont d'une part servi à dédramatiser la grande échelle, parce qu'on est quand même dans des bâtiments de 10 étages, une barre de 400 mètres de long, même si on la coupe, mentalement on la reconstitue. Et on a fait les premiers plans de petits bâtiments qui ont mis en relation, qui ont atténué les contrastes d'échelle. Et dans ces petits bâtiments, il y avait des logements disposés très différemment, qui commençaient à amorcer justement cette offre plus variée, plus multiple. Et qui ouvre à la mixité, le quartier devient à nouveau attractif. Alors le quartier a été vraiment... a énormément changé en 12 ans. Il faut savoir que les gens ont vécu une histoire difficile de chantier, mais aussi une aventure humaine. Ils ont le sentiment d'avoir participé à cette transformation, de l'avoir supportée, subie, mais d'y avoir participé. Mais aujourd'hui... C'est intéressant pour l'architecte de travailler comme ça avec les habitants. Vous les côtoyez pendant ces 4 premières années en tes projets. Je pense que ça a beaucoup nourri notre réflexion en général sur la ville et sur l'habitat. C'est-à-dire que de travailler dans des quartiers où les habitants sont déjà là, c'est très différent. C'est très différent de concevoir de manière abstraite pour des habitants qu'on ne connaît pas. Même si on ne connaît pas tous les habitants, évidemment, mais on est là dans des questions... On se rend compte qu'il y a une aspiration finalement assez normale d'avoir une adresse, d'avoir... un hall d'entrée, d'avoir des lieux où on peut se promener en sécurité et même agréablement, etc. Donc c'est toute une série de choses qui pour nous, ont vraiment construit une pratique au-delà du remodelage.
Donc là, on est sur une belle réussite. Et il y a un autre projet là, qui est en train de voir le jour. Oui, ce qui est formidable, c'est que donc, tout ce projet s'est construit avec un maire. Et aujourd'hui, le maire, les élus et les bailleurs nous rappellent, puisque ce projet, il faut continuer à le transformer. Parce que la ville doit se transformer en permanence. La ville doit se transformer et en fait tout ce qu'on a réussi à ouvrir, à apaiser dans ce quartier, puisqu'on s'y balade et c'est vraiment un morceau de la ville, aujourd'hui il faut tout de même poursuivre le travail parce que ça reste un grand monolithe dans sa constitution sociale, dans sa composition sociologique. Et aujourd'hui le désir des élus, c'est de mixer, de faire un quartier mixte, de faire venir d'autres habitants, de construire des nouveaux bâtiments et donc de pouvoir remplacer certains bâtiments par des nouveaux bâtiments avec une composition sociologique, avec des gens qui vont acheter des logements, etc. Pour que ce soit un vrai quartier de la ville, un quartier qui s'installe dans la ville, un quartier normal. Donc sur ce quartier de Villeneuve-la-Garenne, une belle réussite. Et il y a un même projet de ce type que vous menez actuellement à Fontenay-aux-Roses, le quartier Les Paradis. En 2 mots, c'est... là, pour de la déconstruction et reconstruction de logements, là vous densifiez, c'est 833 démolitions-reconstructions et 600 nouveaux logements. En 2 mots, ce projet, pareil, c'est ouverture à la ville. Ouverture à la ville, et puis transformation, reconstruction, reconstitution complète du patrimoine de l'Office HLM, mais en faisant ce qui nous semble être le caractère de la ville, en faisant entrer ce caractère-là dans ce quartier, c'est-à-dire un quartier de jardins et de maisons. Pas que de maisons, bien sûr, mais de maisons superposées, que les bâtiments offrent des logements qui soient chaque fois un peu comme une maison. Donc c'est ce caractère particulier de Fontenay, c'est aussi une manière d'ouvrir, on ouvre ce quartier et on révèle une géographie qui n'est pas perceptible aujourd'hui, parce que c'est une ville très jolie, avec des coteaux, avec des vues sur la colline en face, et sur toutes les maisons tout autour. Et on s'appuie sur ce qui n'est pas du tout le caractère patrimonial des bâtiments qu'on démolit, parce qu'ils ont plein de problèmes techniques, d'amiante, d'accessibilité, etc. On reconstruit, mais par contre, on s'appuie sur des éléments de la mémoire du quartier qui sont des éléments paysagers très beaux, un bois de platane. Et là, à partir de ce bois de platane, on crée un dispositif urbain très évasé qui plonge vers la ville. Votre travail, c'est est toujours basé sur l'existence qu'il y a et exploiter le beau pour que les habitants s'approprient totalement. Oui, ce qu'on raconte, c'est ça qui est très beau dans un démarrage de projet, quand on commence à le raconter aux habitants. D'abord, on leur raconte des choses qu'ils n'ont pas forcément vues, ou on leur fait aimer d'une certaine façon leur quartier. C'est-à-dire que là, on leur a parlé de la géographie, du côté jardin, de toute cette ville qu'on va faire entrer là-dedans, et on les fait rêver sur leur propre quartier, et on les entraîne vers ce projet, qui est quand même un projet qui va être très compliqué, parce que tout le monde va rester, en gros, mais ça va être un chantier très long. Très long. Alors, je vous propose de parler d'un autre projet que vous menez actuellement. Alors là, c'est juste un immeuble, parce que là, on a vu des projets sur des quartiers. C'est Habiter le ciel, à Aubervilliers. Alors là, c'est un village vertical. Qu'est-ce que c'est que ce projet? C'est ça l'habitat demain pour vous? Alors, c'est vrai que c'est une réflexion qu'on a menée à l'occasion de l'atelier international du Grand Paris, qui était comment est-ce qu'on donne le bonheur d'habiter, y compris dans un bâtiment assez haut, et avec une bonne densité de logements dans un seul bâtiment. Et c'est l'idée qu'on peut habiter de manière absolument singulière, avec des codes domestiques très forts, une terrasse qui peut être un jardin, des duplex, des appartements qui sont chaque fois un peu comme une maison, et puis qui s'organisent autour de grands jardins communs, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut vivre chez soi et ensemble autour de grandes loges qui sont des jardins collectifs qui fabriquent des unités de voisinage tous les 4 niveaux. Donc il faut repenser comment on construit les immeubles. C'est ce que j'entends, c'est ce que vous proposez, en tout cas à travers cet exemple d'Habiter le ciel. Il faut revoir aussi
l'aménagement et l'urbanisme et l'architecture des grands ensembles et des quartiers en banlieue. Tout ça me mène à une question, c'est il faut finalement réinventer toute la métropole du Grand Paris, parce que on pourrait faire ces travaux-là un petit peu partout en Île-de-France, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Oui, je pense que la métropole, c'est bien sûr, enfin, le projet du Grand Paris, c'est bien sûr le grand métro, et c'est des investissements considérables, c'est tout réinventons la métropole, inventons la métropole. D'ailleurs, on a gagné 2 projets, à Courcouronnes et à Noisy-le-Sec, mais là, c'est des gros investissements, c'est des projets phares, c'est des grandes choses très denses, très intenses de la banlieue. Mais je pense qu'il y a vraiment la métropole du quotidien. Il y a tous ces quartiers un peu plus loin, toute cette manière d'aller de chez soi à ces métros qui sont indispensables, toute cette hospitalité des avenues, toute cette hospitalité des quartiers, tout ce tissage qu'il faut faire sans s'arrêter et vraiment qui mériterait d'être portés vraiment fortement et qui sont assez invisibles, contrairement à ces grands projets d'Inventons la métropole, qui sont le lieu où vivent tous les Franciliens. Et je pense en plus et c'est pour ça que j'ai parlé de Fontenay, c'est qu'il y a il faut que la banlieue c'est un mode de vie, c'est un mode de vie qui peut être formidable, beaucoup plus potager qu'à Paris, beaucoup plus qui doit pouvoir offrir, où on peut partager beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup d'associations. On peut faire, et je pense qu'il y a une mise en place à faire et à promouvoir d'un mode de vie en banlieue, avec des jardins, avec un bonheur d'habiter, avec une hospitalité des quartiers. Et voilà. Aujourd'hui, il y a un foisonnement de concours. Alors, c'est réinventer Paris, c'est ça, inventons la métropole du Grand Paris. Et vous avez été retenu parmi les projets de c'est la métropole du Grand Paris. La métropole du Grand Paris. Inventons la métropole du Grand Paris. 2 projets, très rapidement, ces projets en 2 mots, comment nous les expliquer? Il y a la Tour Horizon à Courcouronnes. La Tour Horizon à Courcouronnes, qui est un des bâtiments de l'hôpital qui est démoli aujourd'hui, qui est un bâtiment très important pour la ville, parce qu'il y a eu beaucoup de naissances, beaucoup d'histoires des habitants de la ville de Courcouronnes qui sont là, et le maire souhaitait vraiment conserver ce bâtiment. Et ce bâtiment, il va concentrer une programmation assez complexe. Il n'y a pas seulement des logements, il y a plein de choses, plein de services, etc. Et autour de ce bâtiment va s'agréger tout un nouveau quartier et l'ancien quartier. Et à Noisy-le-Sec, c'est un autre projet qu'on a gagné pour cette consultation. C'est un programme aussi de logement dans un endroit très compliqué, mais à proximité du métro, mais à proximité aussi de la 86, où il y a des logements, plein d'installations d'équipements sportifs, de services, etc., et qui vont fabriquer quelque chose de très visible, très, très valorisant pour le quartier, un quartier qui est un peu le bout de la ville. Alors il y a 51 projets un petit peu partout actuellement qui se mettent en œuvre actuellement. Ça fait beaucoup de petits projets. Est-ce qu'il y a une logique générale qui est respectée? Est-ce que c'est le travail que mène l'atelier international du Grand Paris? Est-ce que tout le monde travaille de la même manière, vous pensez, est-ce que ça respecte ce que vous souhaitez comme ville pour demain, avec beaucoup plus de liens et de travail entre habitants, élus et architectes? Je pense qu'il y a tellement de choses à faire, qu'il y a de la place pour beaucoup de réflexions. Moi, voilà, je pense qu'il faut... J'ai envie de revenir à cette nécessité de travailler pour les habitants, même si c'est vrai que c'est un petit peu... quelque chose qu'on dit un peu... Mais ça peut être compliqué, votre métier, parce que finalement, il faut satisfaire les habitants aujourd'hui et puis en même temps, imaginer et penser le futur. Parce que quand on construit un bâtiment, un quartier, c'est pour 50, 100 Bien sûr, bien sûr. On ne fait pas un travail à la carte pour les habitants d'aujourd'hui. Mais on leur fait... Moi, je pense qu'on les emmène dans quelque chose où eux-mêmes vont se projeter. C'est-à-dire que quand on raconte que... On promeut les 1000 manières d'habiter possibles qui vont donner du désir, l'envie d'habiter là, l'attractivité d'un quartier pour habiter et pour travailler et pour mettre des bistrots et tout ce qui fait la ville. Eh bien, ça entraîne les habitants d'aujourd'hui et ceux de demain non seulement à désirer ce quartier, mais à rêver ensuite d'y déménager, de déménager au sein même de ce quartier et à s'inscrire
dans une ville avec tous les rêves qu'on peut avoir, y compris, mais sans forcément quitter, en restant dans cette ville, en déménagement dans sa propre ville et dans son propre quartier. Oui, je pense, et c'est peut-être pour revenir au début, c'est que il y a beaucoup le Grand Paris, c'est tellement de choses, tellement d'instances, tellement d'institutions, etc. Mais il y a un couple, c'est le couple architecte et maire qui est très important, parce que c'est le couple c'est les gens qui sont en direct avec les habitants, avec la chose telle qu'elle se fait, et qui sont loin des machines administratives qui financent. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé entre l'architecture et les constructions dans les années 70 et 60-70 et aujourd'hui. Ça donne de l'espoir dans la construction urbaine des années à venir? Non, mais dans les époques 70-80, il y avait quand même ce rapport au maire aussi. Et aujourd'hui, il existe encore. Il existe encore, mais parfois, c'est des grosses machines aussi, donc c'est plus compliqué. Mais je pense que c'est très important, c'est extrêmement important quand un maire porte un projet. C'est les projets qu'on a le mieux réussis, c'est les projets portés par un maire. Et partagés avec un maire. C'est vraiment, là, c'est formidable. Alors, Madame Denisov, on arrive en fin d'émission et on a pour tradition de poser toujours 3 questions à toutes les personnes qui sont sur le plateau. La première, c'est si vous aviez un projet fou, ce serait quoi? Habiter le ciel, qui est en chantier à Aubervilliers. Donc, vous êtes en train de réaliser votre... Oui, oui. Si vous nous conseilliez un lieu à visiter, ce serait quoi? Le quartier République à Lorient, parce que si vous allez voir le départ de la Transat, c'est devant et c'est extraordinaire. C'est devenu, c'est vrai, une carte postale de la ville, le bassin à flot, et tout ce nouveau quartier d'habitat social qui est en première ligne sur le départ de la course. Et s'il y avait un événement à ne pas manquer, ce serait? L'ouverture de la première barre de Fontenay qui va mettre en place cette grande esplanade formidable et l'ouverture de ce quartier qui va être le premier acte fondateur de ce quartier et de la transformation de ce quartier. Une date? Avant les prochaines élections municipales. Donc dans quelques années? Dans 2 ans, dans 1 an ou 2, je pense. Donc à retenir, dans 2 ans, un événement à ne pas rater à Fontenay. Merci beaucoup, Madame Denisov. C'est moi qui vous remercie. De nous avoir fait comprendre un petit peu comment vous voyez la ville de demain. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter les projets de l'atelier Castro, Denisov et Associés sur leur site internet www.castro-denisov.com. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur tous ces projets autour du Grand Paris, il y a le site internet www.ateliergrandparis.fr. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau Demain la Cité. Au revoir.